Arnaud Zabala, bonjour. Vous êtes avocat au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre et vous enseignez à l'Université Paris 1 Sorbonne. Vous êtes également co-auteur du Memento Société Commerciale. Dans le cadre de vos activités, vous avez été amené à vous pencher en détail sur la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. Pouvez-vous nous dire en quelques mots dans quel cadre cette réforme est-elle intervenue ? Il faut bien considérer que c'est un texte qui a été déposé devant le bureau de l'Assemblée nationale en décembre 2009, qui est inspiré par un certain nombre d'exigences liées à des transpositions de normes communautaires et qui ensuite a été enrichi par un débat parlementaire, un travail, je dirais, des différents parlementaires de qualité qui mérite d'être salué et qui, au gré de l'actualité, s'est enrichi d'un certain nombre d'exigences liées à des opérations de marché qui ont posé des difficultés. Je veux par exemple citer les ventes à découvert. Donc un texte touffu qui peut, je dirais, un petit peu troubler le néophyte, mais qui est censé répondre aujourd'hui à des préoccupations directes des opérateurs de marché. Cette loi est volumineuse, 92 articles, pas moins de 40 pages au JO. Quels sont, selon vous, ses apports majeurs en droit des sociétés ? Alors c'est un texte très dense, effectivement, mais rapporté, je dirais, à l'utilité directe qu'en auront les émetteurs notamment et quelques opérateurs de marché. Je crois qu'il faut citer en priorité le renforcement des pouvoirs de sanction de l'AMF et son corollaire, la modernisation d'un certain nombre de pouvoirs, notamment en matière de vente à découvert. L'introduction, parmi les questions liées au renforcement du pouvoir de sanction, l'introduction d'un dispositif qui a longtemps fait parler de lui à l'état de projet, qui est aujourd'hui consacré par la loi, qui est la transaction dénommée composition administrative. Et enfin, je dirais, la réforme light, allégée du régime des offres publiques, qui était longtemps attendue également et qui a fait l'objet d'un certain nombre de consultations de place, dont certaines préconisations sont consacrées aujourd'hui par le texte. S'agissant de la procédure de sanction de l'AMF, en quoi le déroulement des audiences de la commission des sanctions a-t-il été impacté par la réforme ? La volonté législateur ici, elle est très nette. Il s'agit de rééquilibrer en réalité, tout au long de la procédure de sanction, de rééquilibrer les rapports de force entre l'accusation, représentée par le collège, et puis la formation de jugement, qu'est la commission des sanctions. Autrement dit, on pourrait citer en premier lieu la représentation du collège qui est sacralisée désormais, qui n'est plus liée à la désignation par le président de l'AMF d'un membre des services, mais au contraire aujourd'hui par l'obligation de désignation d'un membre du collège, donc l'émanation de l'autorité de poursuite, qui formulera des observations par écrit, qui pourra même proposer au stade de l'audience une sanction pécuniaire, une sanction disciplinaire le cas échéant. Ça, c'est du point de vue effectivement de l'accusation, c'est un vrai progrès, je dirais, en l'absence de contradictoire au stade de l'enquête, en tout cas au stade de la formation de jugement, il y a une volonté effectivement de rééquilibrage. Deuxième apport, une plus grande place faite à la publicité. Alors publicité de l'audience d'abord, qui devient le principe, alors que sa saisine antérieurement était fermée, et publicité également de la décision de sanction, qui devient un principe, alors qu'elle était une exception liée, je dirais, un peu au bon vouloir de la commission des sanctions, et qui était considérée par le Conseil d'État, qui est encore d'ailleurs considérée par le Conseil d'État, comme une décision de sanction complémentaire susceptible de recours, ce qui a généré un contentieux abondant auquel le législateur, par cette réforme, entend mettre fin, ou espère mettre fin en tout cas. Et qu'en est-il plus précisément des sanctions ? Alors s'agissant des sanctions, je crois qu'il faut citer en premier lieu le relèvement des quantums des peines à l'égard des personnes poursuivies, donc une multiplication par 10 en réalité, qui procède d'abord d'un alignement avec la procédure et les sanctions qui sont applicables devant l'autorité de contrôle prudentiel, et puis la volonté évidemment de mettre un terme à une réduction un petit peu traditionnelle, quasi systématique par les juridictions de recours des peines et des sanctions qui étaient prononcées par la commission des sanctions. Alors ce relèvement, il est substantiel effectivement. On passe de 10 millions d'euros à 100 millions d'euros pour notamment les abus de marché, le manquement d'initiés, de manipulation de cours, le manquement de fausses informations par exemple.
et puis à l'égard des personnes physiques rattachées aux professionnels de marché, donc aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement, là également une multiplication par 10, puisqu'on passe de 1,5 million d'euros à 15 millions d'euros, s'agissant donc de sanctions purement pécuniaires, mais n'oublions pas qu'il y a également des sanctions complémentaires, un avertissement, un blâme, tout cela reste en l'état, bien entendu. S'agissant également des sanctions, on citera la publicité de principe, donc systématique, des décisions de sanctions, avec un certain nombre d'exceptions. Certaines sont imposées par la norme communautaire, notamment la directive de marché, s'agissant par exemple d'une atteinte au bon fonctionnement du marché ou un préjudice grave qui pourrait être supporté par les personnes mises en cause. Et puis, s'agissant de ce principe de publicité automatique, l'inscription dans la loi de l'exigence de proportionnalité du format de publicité à la gravité des faits. C'est important, c'est une exigence non pas là d'une norme communautaire, mais de notre droit. Je citerai l'article 8 par exemple de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Et puis dernière innovation importante s'il en est, on l'a vu dans une affaire particulièrement médiatique, l'affaire EADS, l'octroi d'un pouvoir propre au président de l'AMF, qui est celui de faire un appel, de former un appel soit principal, soit incident, à l'encontre d'une décision qui ne satisferait pas en pratique le collège, lorsque sa vision du dossier n'a pas été consacrée par la décision qui a été rendue par la commission des sanctions. En amont de cette procédure de sanction, vous relevez également la création d'une procédure de composition administrative. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est une des innovations majeures de ce texte, s'agissant des sanctions, qui permet en réalité à l'autorité des marchés financiers et plus précisément à l'autorité de poursuite, c'est-à-dire au collège, de proposer, en même temps qu'il transmet une notification de grief à un mis en cause, de lui proposer d'entrer dans une amiable composition, ce qu'on appelle une composition administrative, c'est-à-dire une transaction qui pourra être négociée avec le secrétaire général de l'AMF, qui portera sur un champ très limité, à savoir exclusivement le contentieux disciplinaire et non pas les manquements boursiers, initiés, manipulation de cours ou fausse information, et qui, lorsqu'il sera validé par le collège dans un premier temps, puis homologué par la commission des sanctions, pourra aboutir à un traitement, je dirais, accéléré de sanctions qui ne sont pas formellement, je dirais, contestées par les mises en cause. Autre innovation de la loi, l'interdiction des ventes à découvert. Quel en est l'objectif ? Alors ce dispositif ou ces dispositifs, puisqu'il y en a plusieurs, sont destinés à encadrer la pratique des ventes à découvert, qui est une pratique particulièrement décriée de par ses effets lors de la crise financière, qui a accompagné en réalité la pression baissière sur des marchés déjà déprimés. Première disposition à retenir, c'est celle de la transparence sur des positions dites courtes, c'est-à-dire des positions vendeuses, à partir d'un seuil qui sera déterminé, fixé par le règlement général de l'AMF, et qui consiste donc à révéler au public et principalement au marché des positions qui pourraient, dans un cas particulièrement baissier du marché, renforcer en réalité la pression qui pèse sur ces marchés financiers. Puis deuxième innovation, c'est le principe de l'interdiction de vente à découvert lorsque le vendeur ne détient pas préalablement les titres ou lorsqu'il n'a pas l'assurance raisonnable, nous dit le texte, de livrer les titres à J+3, c'est-à-dire le jour de règlement livraison convenu par les parties. Et donc de ce point de vue, effectivement, c'est un principe relatif, puisqu'il suffira par exemple à un vendeur d'avoir conclu préalablement un accord cadre de préemprunt de titres pour, selon notre compréhension du texte, satisfaire à cette exigence. Le régime des offres publiques a aussi été modifié par la loi de régulation bancaire et financière. Quel est désormais le seuil de déclenchement d'une offre publique obligatoire ? Alors le seuil d'OPA obligatoire est abaissé de 33,25% capital ou droit de vote à seulement 30% du droit de vote, répondant en partie, je dirais, à l'une des préconisations du groupe de travail de l'AMF présidé par M. Field, conclusion discutée, mais que le législateur a néanmoins entendu. Et puis deuxième innovation, je dirais, au-delà de ce simple seuil, il faut s'intéresser aux modalités de calcul de ce seuil, qui se veut à l'initiative du Sénat particulièrement dynamique, en prenant en compte un certain nombre d'instruments financiers qui révèlent une
potentialités d'accès à un capital déjà existant. Je citerai par exemple les obligations échangeables en actions, des contrats à terme portant sur des actions déjà émises, ou tout simplement des options exerçables immédiatement ou à terme. Bruno Zabala, merci. Merci à vous.